ici. Chacun a vu. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être là, d'être aussi nombreux. Merci surtout à nos trois intervenants, Michael Mandel, Bernard Duchâtel et Lynn Bell, d'avoir répondu présent pour cette soirée débat à bâton rompu sur un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Déjà, je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui on prive de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui a décidé, tout comme nous, de faire son intervention à 20 h. Voilà. Mais ouvrons le débat. Alors, je voulais quand même aussi poser des choses quand même claires. On est à l'AFDAF et ce soir, les débats parleront d'astrologie et il ne sera pas question d'astromancie. Soyons très clairs là-dessus. Voilà. De manière à ce que le rail soit bien clair pour tout le monde. Écoutez, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Qui veut commencer? Moi, qui voudrait commencer? Est-ce que ce qu'on pourrait faire déjà, c'est, parce qu'on a quand même la chance ce soir de se retrouver sur une configuration planétaire particulière, que ce soit par rapport à des configurations générales ou par rapport à une pleine lune, hein, une nouvelle lune, pardon. Donc, on est quand même là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, ici, pour en parler, hop là, est-ce que, ici, voilà, est-ce que tout le monde voit l'acte du moment? Tu peux le mettre en play pour qu'on le voit plus grande? Ah, oui. On va le mettre en plein écran. Et c'est ici. Voilà. Voilà. Allez, amusez-vous, faites-vous plaisir, on vous écoute. Si vous le permettez, bon, puisque je suis bélier, je vais peut-être me jeter à l'eau en premier, mais juste pour faire un préambule, on a eu l'occasion d'en discuter au préalable à nous quatre. Un des sujets de discussion majeurs ces derniers temps est le thème de Vladimir Poutine. Et je voulais donc apporter une précision importante. Tu disais, Marc, qu'il ne s'agit pas de faire de l'astromancie. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et il ne s'agit pas non plus de faire, passez-moi l'expression, du grand n'importe quoi avec un thème dont on n'est pas du tout assuré de la fiabilité. Donc, pour ma part, mais je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus entre les intervenants, je ne vais pas parler du tout de ce thème qui, pour moi, est purement hypothétique et sur lequel de nombreuses interprétations ont déjà été émises pour évidemment faire ce qui s'appelle en psychologie un biais de confirmation, c'est-à-dire sur base des informations dont on dispose déjà, on les projette sur le thème en question. Si je vous disais que Poutine est Scorpion, tout le monde se mettrait d'accord pour dire « Ah ben oui, c'est bien la preuve, le Scorpion, c'est bien connu, c'est un signe très retors et qui cherche la bagarre. » Si je vous disais qu'il est Capricorne, alors on me répondrait que le Capricorne, c'est un stratège qui calcule son coût et qui donc lui aussi est retors. Si je vous disais qu'il était Verseau, on dirait la même chose sur le Verseau en disant que le Verseau est un révolutionnaire et qui veut semer la pagaille. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'appuyer sur des données qui ne sont pas vérifiées. Et je pense, Marc, que là-dessus, on est parfaitement d'accord. Les recherches auprès de l'état civil en particulier sont très importantes et quand on n'a pas des données vérifiées, il ne faut pas se baser là-dessus. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout travail astrologique effectué, même avec beaucoup de rigueur et de méthode, ne sert absolument à rien si la base est fausse. Pendant des années, les astrologues se sont trompés sur Staline. Il ne faut surtout pas continuer à se montrer. Je rappelle, dans le prolongement de ce que dit Michael, à la vigilance par rapport à ça. Vérifiez vos sources avant d'étudier quoi que ce soit.
Donc, revenons sur le thème du moment, le transit du soir. Moi, j'ai envie de… Bon, d'abord, c'est très frappant ce thème. Il y a 3 ou 4 points qui nous fait un peu sauter au plafond. Alors donc, évidemment, c'est le thème de la nouvelle lune qui était à 18h35. Et il y a des paires, tous les planètes sont ramassées. Et tous les planètes sont aussi contenues entre les nœuds de la Lune. Et je sais que Bernard va avoir des choses à nous dire à ce sujet-là. La Sarpa Yoga, le Kala Sarpa, je pense. Kala Sarpa. Les, Pardon. tous les planètes sont sur un axe des nœuds. Et le nœud nord est conjoint à une étoile fixe qui s'appelle Algol. Okay, donc déjà, ça c'est la structure du thème. Et on a une conjonction qui nous donne de l'espoir, qui est le Soleil-Lune avec Jupiter, et 2 conjonctions qui nous fait trembler, qui est Saturne conjointe Mercure, la conjonction est exacte juste avant la nouvelle Lune, et Vénus, Mars-Pluton, mais Vénus est déjà sur le 27e degré. Donc, en fait, Vénus, Mars et Pluton sont sur le même degré aujourd'hui. Et on a fait une petite étude sur ces conjonctions. Donc, on a des énergies qui sont extrêmes. On a des couples planétaires qui vont tous dans des directions différentes et qui peuvent décrire des acteurs avec des intentions et des intérêts complètement différents. Que penses-toi, Bernard? Oui, alors je rebondis tout de suite sur Raoult, la tête du dragon, qui est sur Algol, comme tu dis, et c'est très très intéressant parce qu'on sait que Algol, c'est une tête coupée, que dans la mythologie hindoue, Raoult, c'est une tête coupée, et que la symbolique de cette tête, c'est comme elle est tranchée au cou, elle veut tout le temps avaler, donc hein, c'est un nœud lunaire, donc c'est une symbolique d'éclipse, mais elle avale le soleil, elle avale la lune, mais elle ne peut pas les garder. Et donc, parce que ça ressort par la plaie du cou. D'où cette symbolique, surtout chez les Indiens, que Raoult est très très lié à l'avidité, qui n'a pas de fin, à une espèce d'avidité infinie. Donc déjà, il y a ça évidemment, parce que le Kalasarpa Yoga que l'on a dans le thème de l'invasion signifie la perte du libre arbitre pour des millions de gens, et entre autres à cause de l'avidité de certains, on pourrait dire ça. Et puis, comme tu dis, dans ce thème de la nouvelle lune, moi je vois Mars, Pluton, Vénus pour ce qui est de la stimulation, de l'action et de la guerre. Je vois Mercure et Saturne pour ce qui est des mauvais choix et des orientations mentales difficiles. Et c'est pour ça qu'actuellement, le monde entier est clivé quelque part. Et puis, je vois Soleil, Jupiter, Lune, et avec Neptune, évidemment. Et là, je pense que, bon, il n'y a pas que ça, mais pour l'instant, on dira qu'il y a quand même beaucoup d'espoir. Je pense en effet que la situation est très contradictoire. Je pense que Céline qui le soulignait, parce que, bon, comme tu dis, Bernard, il y a beaucoup d'espoir, en particulier en lien à cette conjonction Soleil-Jupiter. André Barbeau en a notamment parlé dans ses ouvrages qui marquent les signatures de traités de paix. Donc, on peut, les accords et tout ça, on peut avoir beaucoup d'espoir dans cette conjonction, mais c'est vrai que par ailleurs, en particulier la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton, prête à moins d'optimisme. Une chose que je tiens à souligner, c'est qu'avec Pluton en particulier, nous sommes dans un transit qui achève le parcours de Pluton en Capricorne. Et on peut, à mon sens, parler vraiment de phase paroxystique quand une planète lente, et Pluton évidemment est la plus lente qu'on utilise, quand elle est sur la sortie d'un signe, elle agit de manière encore plus intense, elle exacerbe
ses propres valeurs associées au signe en question. Et ici, donc, ce sont des valeurs de transformation liées à Pluton, liées aux anciennes structures qui sont celles du Capricorne. Et nous sommes cette année-ci entrés, en effet, dans les 3 derniers degrés du Capricorne avec ce Pluton. Et donc, nous entrons dans une période où, en effet, toutes les anciennes structures sont remises en question et, paradoxalement, on a beaucoup de tendances qui poussent justement à revenir vers des fondamentalismes, à revenir aussi vers des passés qui sont plus ou moins hypothétiques. Mais donc, je pense qu'on va en effet vers un risque d'exacerbation des tensions du fait de cette position de Pluton tout à la fin du Capricorne, qui d'ailleurs, soit dit en passant, petit clin d'œil à Lynn, est la révolution plutonienne par rapport au thème des États-Unis. Oui, le retour de Pluton. Oui. C'est le retour de Pluton par rapport au thème des États-Unis, ce qui historiquement était évidemment une période très importante pour les USA. Oui, et qui va arriver en France en quelques années. Et qui sera ensuite en France d'ici quelques années, en effet, par rapport à la Révolution française et à la Première République en particulier. Oui, alors on n'arrête pas de parler de le retour de Pluton aux États-Unis, que c'est quasiment le jour de l'invasion d'Ukraine qui était le retour exact de Pluton. Et donc cette notion de comment on va réagir à cette possibilité de destruction qui se présente dans le monde en ce moment. Et les possibilités sont multiples, en fait. Est-ce qu'on parle un peu du cycle Vénus-Mars, Marc? Ah, mais quand tu veux, Lynn. Est-ce qu'on peut retourner à ce thème? Parce que justement, cette triple conjonction de Vénus-Mars-Pluton, c'est ce qui m'a attiré l'attention depuis des mois. Et je ne sais pas combien de personnes ici a jamais vu une triple conjonction exacte de Vénus-Mars-Pluton. On a fait des recherches grâce à Auréas. Je crois qu'il a une avant avec le rétrograde de Vénus. J'aimerais bien le montrer d'abord. Je t'avais envoyé un thème du rétrograde de Vénus. Alors, non. Ah, ah bon? Ah non? Non, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais le mettre parce que je crois que c'est très important de l'avoir. Parce que le cycle actuel, tu Oui, l'as pas vu? celui-ci. D'accord. Si, c'est là. Vénus rétrograde 2021. Parce que regarde le degré du moment de rétrograde. 26 degrés 29 de Capricorne. On est là. On est là aujourd'hui. Vénus vient, et au moment de nouvelle lune, Vénus était à 26,57 de Capricorne. Et donc, pas simplement, bon, comme vous savez tous, que Vénus, quand elle fait une rétrograde, elle est étoile de soir. Après, elle est très brillante juste au moment de rétrograde, elle est glorieuse. Et elles descendent dans le soleil, elles disparaissent pour 40 jours, pas 40 jours, excuse-moi, elles disparaissent et puis elles reviennent comme étoiles de matin. Et dans toutes les cultures anciennes, on a vu cette Vénus rétrograde comme une étoile guerrière, Astarté, Ishtar, dans la tradition mésoaméricaine chez des Mexicains. Vénus était aussi une étoile, Vénus en étoile de matin était considérée, là tu vois bien qu'elle est étoile de soir parce qu'elle couche après le soleil. Voilà, donc c'est le moment de rétrograde. Donc on est dans son phase rétrograde, elle a fait le rétrograde, elle a conjoint Pluton, elle est devenue rétrograde et elle a reconjoint Pluton. Et là, demain, elle va reconjoindre Pluton pour la 3e fois, demain et après-demain. Donc, on a quelque chose qui est en train de s'achever, qui, et évidemment, quand j'ai vu cette conjonction, je me disais, toutes nos relations vont changer. On est demandé de voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui nous concerne, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on aime vraiment? Qu'est-ce qui est inacceptable? Ça veut dire que les gens ne peuvent plus être, pour moi, avec Pluton-Vénus, on sait que les avis, les valeurs, les attirances, les rejets sont extrêmes avec Vénus-Pluton. Ce n'est pas quelque chose de petit. Donc, ce cycle en soi a promis déjà qu'on allait avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut voir le deuxième, le premier que tu as mis avec les conjonctions de Vénus, c'est Mars. C'était avant, je pense. Voilà. Donc, une autre chose assez exceptionnelle, non, c'était là, assez exceptionnelle, la conjonction du 16 février, ce n'est pas Vénus qui a conjoint Mars, mais Mars qui a rattrapé Vénus. Mars qui était plus rapide de motion que Vénus. Et ça, on a déjà eu des conjonctions exactes, des triples conjonctions dans les dernières 100 ans, au même degré, en août 55 et en septembre 78. Et en août 55, c'était une période où les pouvoirs sont réunis pour la première fois pour parler de désarmement. En fait, il avait des réunions de Genève entre juillet et octobre 55 autour de triple conjonction Mars, Vénus, Mars, Pluton, sur le même degré. À cette époque-là, je crois que c'était 27 degrés de Lion, donc quinconce le degré de triple conjonction d'aujourd'hui. Alors, et il y avait beaucoup d'espoir qui sortait de ces, peut-être pas des résultats concrets, mais l'Union soviétique est sortie d'une face-à-face où il n'avait pas de coexistence possible avec l'Ouest à cette époque-là. Donc, il avait un pas vers un nouvel style de relation. Mais dans ce cas-là, dans le triple conjonction, c'est Vénus qui a attrapé Mars et Pluton. Et dans cette conjonction de 16 février, c'est Mars qui a attrapé Vénus et Pluton. Vénus et puis Pluton. Donc, on ne sait pas si les choses marcheraient dans la même façon. Et puis, en 78, c'était le mort de Mao Tse-tung. Et le mort de Mao Tse-tung a changé la relation possible avec la Chine. On peut dire qu'il a il avait à la fois une grande deuil, un grand désarroi dans le monde avec le mort de Mao, et des luttes de pouvoir évidemment. Mais en fait, on a commencé, la possibilité des nouvelles relations ont commencé à ce moment-là. Donc cette conjonction n'est pas sans espoir, c'est ça que j'ai besoin de dire, même si le potentiel de détruire ce qu'on aime, de voir ce qu'on aime détruit ou de détruire ce qu'on aime est toujours là. Alors, donc, on voit qu'il y a trois conjonctions, trois conjonctions, donc Mars qui a conjoint Vénus, puis cette conjonction sur le même degré qui est demain de Vénus, Mars et Pluton, ou déjà ce soir, et puis, mais qui n'est pas exactissime, et puis le 6 mars, la troisième conjonction de Mars et Vénus, mais à 0 degré de Verseau, le degré de la conjonction Jupiter-Saturne. C'est incroyable cette astrologie. On ne peut pas l'inventer, cette répétition des événements. Donc, j'ai voulu juste vous attirer l'attention sur ce cycle et surtout sur le changement d'énergie extrêmement fort du 6 mars, qui est la conjonction à 0 degré, 1 minute de Verseau, le degré de la conjonction Jupiter-Saturne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lynn sur l'importance de la future, d'ici quelques jours, conjonction Vénus-Mars à 0 degré du Verseau, qui en effet sert un petit peu d'activateur par rapport à la conjonction Jupiter-Saturne de décembre 2020, qui est une conjonction vraiment fondatrice, puisque c'est la conjonction qui a inauguré tout un long cycle de conjonction tous les 20 ans Jupiter-Saturne dans l'élément air, alors que nous avons littéralement baigné dans l'élément terre
jusqu'alors, sauf une exception en 1980, qui a été la toute première conjonction 81, toute première conjonction dans les signes d'air de Jupiter et Saturne. Mais en effet, donc, cette conjonction Vénus-Mars à venir d'ici quelques jours est en effet un élément très activateur, je pense, par rapport à cette conjonction Jupiter-Saturne qui, jusqu'à présent, était encore dans sa phase de conception, pourrait-on dire, au sens où Jupiter commence à peine à s'éloigner suffisamment de Saturne pour déployer le cycle. Pendant toute l'année 2021, Jupiter et Saturne étaient ensemble en Verseau, et c'est seulement maintenant que Jupiter commence à être à plus de 30 degrés approximativement de Saturne, en même temps que se produit en effet cette conjonction Vénus-Mars. Bon, là, je vais peut-être en décevoir certains. C'est vrai que ça se situe dans le signe du Verseau, qui est considéré comme le signe angélique par excellence. On revient régulièrement à la charge avec l'histoire de l'ère du Verseau comme l'ère de la fraternité universelle. Ça n'est malheureusement pas nécessairement le cas, mais on peut ne pas être pour autant défaitiste. Et en tout cas, l'astrologue, je pense, a un rôle informatif pour dire quels sont les potentiels possibles et positifs qui peuvent se déployer à partir de ce genre de configuration. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. On pourrait peut-être, parce que là, tout ça, c'est très enrichissant et ce serait bien, je pense, de se caler un petit peu sur le thème de l'invasion. Oui. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on va justement retrouver les éléments là que Lynn et Michael viennent d'évoquer. Et pour ma part, je voudrais évidemment, donc voilà le thème de l'invasion, je voudrais souligner Pluton également, hein, comme ça a été déjà pas mal fait. D'autant que Pluton, on le voit, il est au lever. Et moi, j'ai beaucoup fait à une époque des thèmes de personnes qui avaient Pluton à l'ascendant. Alors, c'est jamais des règles totalement générales, mais on sait qu'il y a un potentiel d'autodestruction qui est assez important dans cette configuration. Là, on a... Alors, est-ce que tu peux mettre la carte que j'ai envoyée, la mienne, s'il te plaît? Tout à fait, tout à fait. Voici. Voilà. Alors, je voulais qu'on mette celle-là uniquement pour la réglette des parallèles de déclinaison que vous voyez en bas. Oui. Parce que non seulement on voit que Mars, Mars est avec Vénus, donc Lynn nous a très très bien expliqué ça. Pluton est avec Mars. Alors on pourrait se dire oui, il y a 5 degrés là, à ce moment-là, mais si vous regardez la réglette des déclinaisons en bas, hein, juste à droite, à côté de l'ascendant, vous voyez que nous avons Mars, Pluton et la Lune en déclinaison. Donc, si l'on veut, la conjonction Mars-Pluton est extrêmement forte, elle est renforcée, et en plus, on a la Lune. Donc, la Lune qui, dans le thème, elle est là-haut, elle est en Sagittaire, bon, elle pourrait à première vue sembler un peu à l'écart, mais pas du tout. Non seulement donc elle est au carré du Soleil, elle est au demi-carré de Mars, et elle est au parallèle de Mars et Pluton. Et ce qui nous parle, la Lune, c'est pas juste l'instinct et toutes ces choses, la Lune est très liée au contenu de la pensée, aux mémoires. Et par exemple, Lune-Pluton, c'est mémoire obsessionnelle. Avec Mars en plus, c'est mémoire obsessionnelle avec un bon taux d'agressivité. Et tout ça sur l'ascendant, ça nous donne une ambiance extrêmement forte et agressive et effectivement guerrière, hein, l'ascendant étant le comportement. Donc, dans ce thème, on comprend très très bien la situation, d'autant que pour y revenir une minute, on est en Kala Sarpa Yoga, effectivement. Donc, on voit très bien que tous les astres sont d'un seul côté des nœuds lunaires et que
Les Indiens, eux, étudient le Kalasarpa Yoga depuis plus de 1000 ans. Et une des constantes, c'est effectivement des événements très forts, très puissants, qui ôtent le libre arbitre à la population. Ça peut être évidemment des épidémies. Et lorsque j'avais étudié la genèse du Covid-19, eh bien, on pouvait remarquer, hein, on est dans un cycle de Kalasarpa Yoga qui se termine le 23 avril, mais qui dure depuis plus de 2 ans. C'est-à-dire qu'il est revenu pendant quelques mois, il s'est arrêté, il est revenu. Là, on est dans la dernière phase. Mais depuis plus de 2 ans, l'humanité a perdu une grosse partie de son libre arbitre. Ça a commencé effectivement avec la pandémie. Et là maintenant, eh bien, alors qu'on était en train d'en sortir, mais on est dans la dernière phase, eh bien, ça recommence, ça se reforme avec cette invasion de l'Ukraine, parce qu'il faut dire ce qui est, mais ce sont des millions de gens et à terme peut-être des centaines de millions de gens, peut-être la planète entière, qui à un certain niveau perdent leur libre arbitre. Donc, ça c'est pour l'invasion au niveau plutonien. Et pour terminer juste ce survol de thème, je reviens à Mercure qui est en train d'arriver sur Saturne. Et Mercure qui arrive sur Saturne touche également la psychologie. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes dans une période extrêmement clivante, hein, qu'il y a des gens qui prennent parti pour un côté, qui prennent parti pour l'autre. Il y a des échanges extrêmement chauds, quelquefois, durs, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais c'est surtout au niveau décisionnel. C'est-à-dire que eh bien, les dirigeants du monde entier sont en risque de faire de mauvais choix. Je pense que évidemment le choix de la guerre de Vladimir Poutine est un mauvais choix parce que la guerre est toujours un mauvais choix, ça me semble une évidence de toute façon. Mais dans Mercure-Saturne, il y a durcissement du mental. Il faut comprendre que Mercure est le maître des choix et des décisions et qu'une conjonction Mercure-Saturne indique quasiment toujours les possibilités accrues de mauvais choix. Personnellement, lorsque dans ma clientèle, je vois des Mercure-Saturne en train de se former en transit, dans le thème de gens dont je m'occupe, je leur dis attention, évitez les choix, parce que vos motivations profondes ne sont pas claires, parce que vos désirs secrets ne sont pas admis ou examinés. Donc, on est dans cette position mondiale. Et aujourd'hui, donc le thème qu'on vient de voir sur la nouvelle lune en Poisson, Mercure est exactement sur Saturne. Donc, on n'est pas sorti de cette configuration. Voilà. Et le dernier point, nous en reparlerons plus tard, je pense, évidemment, c'est qu'en même temps, nous entrons dans Soleil, Jupiter, Neptune. Et je pense qu'il y a, je vais juste le dire tout de suite parce que ça me semble très intéressant. Il y a en 1900, non, je t'ai pas envoyé la date, les dates exactes, je crois, pour la SDN et l'ONU. Enfin, on a... comment est-ce qu'il y a des bouts de crayon là? Je ne sais pas. Alors, attendez. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste qu'il faut savoir. Bon, j'avais préparé la date exacte, mais c'est pas grave. Il faut savoir qu'en 1920, il y a eu la création de la Société des Nations, qui était le premier grand essai pour que les nations s'unissent pour la paix. Et c'était pendant une conjonction Jupiter-Neptune en Lion. Et qu'ensuite, il y a eu en 1945 une autre conjonction Jupiter-Neptune qui a vu la naissance de l'ONU. Alors, on sait que ce sont 2 essais, pas très, très probants, mais qui nous montrent qu'il y a un mouvement collectif, un élan vers la paix qui peut réunir l'ensemble des nations.
Ce qui fait que la question que je me pose par rapport à ce thème de l'invasion de l'Ukraine, c'est, malgré sa dureté, malgré sa difficulté, est-ce qu'il n'y a pas une porte ouverte pour un grand élan collectif vers la paix? C'est justement face aux difficultés, quelquefois, qu'on se serre les coudes et qu'on se rende compte aussi de l'importance d'être unis et ensemble. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un facteur constructif. Je pense en effet qu'en essayant d'être optimiste, on peut mettre beaucoup d'espoir dans la future conjonction le 12 avril prochain, la future conjonction Jupiter-Neptune, justement. On peut espérer beaucoup de cette conjonction sans nécessairement être naïf. Je voudrais juste embrancher donc sur ce thème dont nous a très bien parlé Bernard. Une chose, juste pour l'anecdote, c'est que vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ascendant et Pluton se superposent à l'ascendant de Macron. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Hein, c'est un ascendant fin du Capricorne. Sur le plan plus technique, et donc Pluton, évidemment, transite l'ascendant de Macron, ce qui pourrait justement le mettre en exergue comme une sorte de chef de guerre symbolique. Petite parenthèse. Sur un plan plus technique, j'ai envie de dire, ce thème, moi, m'interpelle pour deux raisons spécifiques qui sont moins évidentes peut-être à voir comme ça sous un premier coup d'œil parce qu'on n'a pas spécialement l'habitude. Je fais référence au rapport entre la Lune et Mars, qui semble être relativement inexistant, sauf qu'il existe bel et bien si on se réfère à des aspects qui ne sont pas vraiment des aspects, mais qui sont traditionnels, les antices et les contre-antices. La Lune et Mars sont en rapport d'antices, c'est-à-dire ils sont à l'équidistance du point solsticial, donc du point zéro du Capricorne. La Lune est à 22 degrés du point zéro du Capricorne et Mars est à 22 du Capricorne, donc dans l'autre sens. Et donc, il s'agit traditionnellement d'une sorte d'équivalent de la conjonction. Et donc, comme par hasard, sauf que personnellement, et je pense que nous devrions être nombreux dans ce cas, astrologiquement, je ne crois pas au hasard, le déclenchement donc de ces hostilités survient justement sous un antice Lune-Mars, qui évidemment, Mars, le dieu de la guerre, et la Lune qui représente les populations, qui a tout à perdre dans cette affaire, quel que soit le camp auquel on appartient, ce sont évidemment les populations. L'autre chose qui me saute aux yeux et qui est là aussi liée aux antices et aux contre-antices, c'est le contre-antice entre Saturne et Uranus. Les contre-antices, eux, se situent par rapport aux points équinoxiaux, c'est-à-dire au zéro bélier. Et l'année passée, comme vous le savez certainement, toute l'année, on a été cuisiné, si je peux dire, à la sauce du carré Saturne-Uranus, le carré céleste. Or, on pourrait croire qu'on en est débarrassé cette année-ci, puisque comme vous le voyez sur le thème, Saturne est à 18 degrés et Uranus est à 11 degrés, donc on se dit, bon, débarras, Saturne est passé. Non, Saturne va rétrograder. L'aspect ne va pas se reformer exactement, mais tous les deux, à l'automne prochain, vont se retrouver à 18 degrés du Verseau pour Saturne et du Taureau pour Uranus. L'aspect ne va pas tout à fait être précis, mais quand même, ils vont se retrouver sur ce 18e degré. Et donc, on est encore sous la houlette de ce carré. Et au moment donc de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, eh bien, Saturne et Uranus forment un contre-antice. Là, si vous calculez, donc Uranus est à 41 degrés et quelques du zéro bélier, et dans l'autre sens, Saturne est à 41 degrés et quelques du zéro bélier aussi, et le contre-antice traditionnellement a une symbolique qui est plutôt liée à l'opposition, contrairement à l'antice qui est plutôt associée à la conjonction. Et donc ici, on voit bien qu'on est en effet sous cette tension Saturne-Uranus en même temps qu'une conjonction symbolique Lune-Mars. Je pense que c'était important de le souligner par rapport à ce thème. C'est passionnant. J'ai une collègue aux États-Unis qui parle de thème de contre-antice comme le thème ombre.
qu'on calcule un thème ombre de n'importe quel thème d'ailleurs, et on voit des choses. Donc, il y a une chose que j'ai voulu ajouter à ça que je trouvais passionnante, c'est que Mars, à 22 degrés de Capricorne plus, était sur le degré exact de la conjonction Saturne-Pluton de 2020. Et donc, comme on sait, exactement comme la conjonction Vénus-Mars qui va arriver le 6 mars, on a là Mars qui a activé la conjonction, qui nous a tous mis dans un genre de dépression collective, une contrainte collective, on peut dire. Et également, une chose que je crois est peut-être moins connue, que c'est aussi le degré de nœud sud de Saturne. Ça veut dire des planètes comme la Lune ont des nœuds. Et il y a Dane Ruther a travaillé sur les nœuds planétaires, et un collègue Mark Jones en Angleterre vient d'écrire un livre là-dessus. Mais les nœuds de Pluton et de Saturne sont dans ces degrés de Capricorne-Cancer. Et donc, c'est un degré de nœud sud Saturne. Donc, c'est quelque chose qui active comme le Kala. Les choses vont dans le même sens. Le Kala Sarpa, l'activation de nœud sud de Pluton, c'est comme on est en train d'enlever quelque chose ou activer quelque chose qu'on a besoin de se débarrasser d'une énergie difficile et destructeur, je pense. Et on espère, bon, à quel point ça va aller, c'est ça la question avec cette activation. Je crois que c'est Bernard tout à l'heure qui parlait de clivage. Je reviens un instant sur le contre-indice Saturne-Uranus. Déjà, le carré Saturne-Uranus était vraiment l'indice de ce clivage en astrologie, on va dire, occidentale. Ce carré était bien emblématique et est toujours bien emblématique de ce clivage. Et ce sont justement les deux planètes qui gouvernent le signe du Verseau. Et là, je reviens sur l'insistance de Lynn, à juste titre, sur ce 0 degré du Verseau. Ce 0 degré du Verseau qui va être donc réactivé par la conjonction Vénus-Mars et qui est un degré qui concerne les protagonistes actuels de cette crise. Parce que l'Ukraine, et ça, Marc, j'ai mis le thème, donc tu as reçu le thème de l'Ukraine. Bon, il y a deux thèmes qui circulent à ce sujet, et un pour 18h et l'autre pour 17h31. Je pense que c'est celui de 17h31 qui est le meilleur, mais de toute façon, dans les deux cas, l'ascendant est en Capricorne, donc gouverné par Saturne qui se trouve à 1 degré du Verseau. Donc, en effet, l'Ukraine est aux premières loges depuis que la conjonction Jupiter-Saturne s'est ouais. Et j'ai envie de dire sur... Pardon. Il y a le micro allumé. Oui. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, pardon. Donc, l'Ukraine est directement concernée, directement touchée par cette configuration Jupiter-Saturne et maintenant par la configuration Vénus-Mars. Comme le thème de Zelensky, je ne sais jamais le prononcer, le président ukrainien, que je t'ai aussi envoyé le thème, si on peut l'aborder super vite. Lui, il a Mars à 0 degré du Lion. Donc, opposé à cette configuration, en opposition à cette configuration. Et ça, on pourra y revenir tout à l'heure parce que on ne va pas trop passer vite sur ces différents thèmes, mais le thème de l'OTAN, et c'est un thème qui est très intéressant à étudier, lui-même est concerné par cette conjonction Jupiter-Saturne, puisque dans le cas de l'OTAN, nous avons un Jupiter qui est à 29 degrés du Capricorne, donc à la lisière entre le Capricorne et le Verseau, et donc directement touché. Et ce qui est très intéressant dans ce thème de l'OTAN, c'est que Jupiter gouverne la maison 7, donc des relations extérieures en astrologie mondiale, des ennemis déclarés, suivez mon regard, et cette maison 7 dans le thème de l'OTAN est occupée par un signe que j'affectionne tout particulièrement, le Bélier, avec un amas planétaire en Bélier, en maison 7. Bon, excusez du peu. Tout à fait. Alors,
Oui, Bernard. Oui, bon, moi je voudrais savoir, bon, je vais parler, alors je voudrais pas entrer dans le côté clivant évidemment, et je voudrais parler du 20e degré du Verseau, et ça a une relation avec Poutine, mais je tiens bien à préciser que je suis à 100% d'accord avec ce qu'a dit Michael par rapport au thème de Poutine. Simplement, ce qui se passe, c'est que j'ai fait pas mal de recherches. Alors, je ne m'occupe pas du tout de l'heure. Hein. On oublie complètement l'heure, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le 20e degré du Verseau. Donc, normalement, il serait né le 7 octobre 52. Bon, il y a vraiment des points qui vont dans ce sens-là. J'ai même noté, bon, c'est juste un des éléments parce qu'on ne peut pas fouiller maintenant, mais que, par exemple, on a son épouse, la première avec qui il était marié 30 ans, eh bien, elle a Raoult à 8,06 du Scorpion. Et Poutine, si on prend cette date, il a Vénus à 11,42 du Scorpion. Donc on se dit oui, 3 degrés et tout, coïncidence, sauf que elle a Vénus à 16,16 du Verseau et que Poutine, normalement, aurait Raoult à 20 du Verseau. Donc on a cet échange Raoult-Vénus qui en synastrie est quand même assez flagrant et ainsi de suite. Bon, c'est juste une des bases. Ensuite, vous voyez sur la feuille que j'ai préparée, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, parce que ce que je veux savoir, et c'est la question que beaucoup se posent, c'est à quel niveau Vladimir Poutine en fait une affaire personnelle. Hein, d'accord ? Qu'est-ce que c'est vraiment que cette histoire ? Pourquoi, d'un seul coup, parce que c'est quand même assez surprenant, il s'est permis cette invasion ? Et donc, on se cale sur le 20 du Verseau et on s'aperçoit, alors lui, il était en Allemagne, il était à Dresde, mais quand il y a la chute du mur de Berlin, Raoult est à 21,44 du Verseau. Donc, lorsque l'URSS s'effondre, on va dire, pour lui, c'est Raoult sur Raoult. Ensuite, il arrive au pouvoir avec Uranus à 19,25 du Verseau. C'est là où il devient quasiment un des hommes les plus puissants du monde, donc, et c'est Uranus. Bon. Ensuite, il y a l'intervention de la Géorgie. Hein, lorsque la Géorgie cherche un peu à sa manière à faire ce qu'a fait l'Ukraine, eh bien, il intervient, il y a une invasion. J'ai entendu sur France Inter la présidente de la Géorgie récemment, hein, qui était invitée, et c'est à nouveau Raoult à 18,34 du Verseau, au moment où il y a cette invasion de la Géorgie. Et ensuite, on a la révolution de Maïdan, donc en 2014. Là, on a Mercure qui passe sur cet endroit et qui est au carré de Saturne à 23 du Scorpion. On retrouve Mercure-Saturne et on retrouve le 20 du Verseau. Et on n'oublie pas que 3 jours plus tard, c'est l'annexion de la Crimée qui est le point de départ de ce que les Ukrainiens vivent maintenant. Et bien sûr, invasion de l'Ukraine avec Saturne à 18,14 du Verseau. On parlait juste du thème astral de Volodymyr Zelensky. Eh bien, dans son thème, on voit un milieu du ciel à 20 degrés 24 du Verseau, alors que la Lune est à 17,43 du Lion. Alors, à la limite, évidemment, ça reste hypothétique, mais on se dit, dans toute cette histoire, le 20e degré, alors on va dire de 18 à 22 du Verseau, ce sont des degrés très importants et très marquants. Surtout, bien sûr, si c'est le Raoult de Poutine. N'oubliez pas, Raoult, actuellement sur Algol, une tête qui n'en a jamais assez. Le mot-clé de Raoult, c'est insatisfaction. Donc, si tu peux mettre le deuxième feuillet que je t'ai envoyé, suivant cette analyse, il y a certains points très importants à surveiller qui tous sont plus ou moins en rapport, enfin tous sont en rapport avec ce 20 du Verseau.
parce qu'effectivement, on a la conjonction Uranus-Raoult en taureau, qui va être au carré un bon moment du 20 du Verseau. On a Uranus, donc, qui va être entre 17,30 et 18,55 du Taureau, donc au carré du 20 du Verseau, cette année pendant l'été, de début juillet à fin octobre. On va avoir les nœuds lunaires Raoult et Kétou entre 22 et 18 de l'axe Scorpion-Taureau, donc au carré du 20 du Verseau, de début mai à la mi-août. On va avoir Saturne sur ce Raoult, donc sur le Raoult de Poutine, ou en tout cas sur le 20e degré du Verseau, pour le moment jusque début avril. Et ensuite, il va y avoir rétrogradation, et il va y avoir donc de début août 2022 à début janvier 2023, Saturne sur le 20e degré du Verseau. Alors, ce sont des orbes très rapprochés que j'ai prises, 2,30 degrés maximum. Et à la fin du mois de juillet, on a les nœuds lunaires, donc au carré exact du 20 du Verseau, avec Uranus à 18,30 du Taureau, avec Saturne à 23,29 du Verseau. Donc là, on est vraiment dans une tension majeure qui est ici notée. Alors, j'ai souligné que fin juillet, début août, si la situation n'a pas été arrangée par Soleil, Jupiter, Neptune, ça risque d'être un passage tout à fait explosif parce que Mars va rejoindre la conjonction Uranus-Raoult et au carré de Saturne. Donc là, on est quand même si on suit un peu tout cet historique, on se dit c'est quand même particulièrement difficile, dangereux. Et effectivement, donc, j'ai noté en dernière phrase, cette configuration dynamique des nœuds lunaires, d'Uranus et de Saturne, associée au 20e degré du Verseau, est active de la fin du mois de juin jusqu'au début septembre 2022. Donc, au moins jusqu'à septembre 2022, on est dans une situation clairement très tendue. Clairement très tendue. Je répète ce que j'ai dit au début, je n'ai pas la preuve majeure que Poutine soit né ce jour-là, mais voilà, je pense que c'est une hypothèse qui est intéressante à étudier et qui permettrait peut-être d'essayer de comprendre ses agissements quelque part. En dehors de tout choix politique, là on parle vraiment de choses qui le travaillent très profondément. Là-dessus, je voudrais rebondir sur une remarque que fait Anne, et que je rejoins tout à fait, c'est que en fait, ce que fait Poutine maintenant n'est que dans le prolongement d'un plan qu'il a depuis des années. Il joue, c'est une grande partie d'échecs, et ça fait les coups qu'il joue maintenant, il les a anticipés depuis déjà très longtemps. Il sait ce qu'il fait. Ça veut dire c'est pas un impulsif, quoi. Je veux dire, c'est pas un gars qui fait ça n'importe comment. Il y a des choses quand même qui sont voilà. Il y avait la question aussi on pouvait se poser la question de l'autocratie. C'est-à-dire que est-ce que Poutine il est maintenant que j'ai les manettes, je fais ce que je veux parce que c'est moi le patron. Est-ce qu'il y a ce côté éventuellement non, mais je pense qu'il faut se fonder sur des choses. Bon, là, quand on parle de Raoult, je ne veux pas entrer trop profondément dans l'histoire, mais Raoult est considéré comme cherchant le pouvoir, comme l'avidité, comme l'insatisfaction, comme n'en ayant jamais assez. Bon, c'est pour ça que je me centre dessus. On est actuellement dans un Kalasarpa Yoga qui renforce Raoult, on pourrait dire pour tout le monde, et on a vu dans le thème de l'invasion aussi Lune, Pluton, Mars. Cette histoire d'Antis dont parlait Michael est très proche, très similaire à la déclinaison, au parallèle de déclinaison Lune-Mars, Lune-Pluton, ce qui fait qu'on se retrouve dans une configuration mentalement obsessionnelle.
Donc, on peut voir ça comme ça. Maintenant, ça semble évident que au moins depuis le passage d'Uranus sur ce Raoult à 20 du Verseau, c'est-à-dire depuis l'accession de Poutine au pouvoir suprême, eh bien, il bouge ses pièces, il joue aux échecs et il avance, bien sûr. Je pense que, bon, c'est extra-astrologique, mais bon, en effet, certainement, Poutine, ça fait quelques années qu'il prépare son coup, mais de l'autre côté, on peut dire exactement la même chose, parce que Poutine, on ne le découvre pas aujourd'hui. Donc, l'OTAN sait très bien à qui il a affaire en avançant ses propres pions. Donc, de part et d'autre, on se pousse un petit peu à bout, on joue à qui va attaquer en premier, qui joue la provoque. Donc, ça, c'est un vaste débat plus politique qu'astrologique, je dirais, hein. Et en effet, tu mets à l'écran le thème de l'OTAN. Bon, c'est un thème, j'ai envie de dire, qui avance un peu masqué, hein, parce que cette quadruple conjonction Soleil, Mercure, Mars, Vénus, Soleil en bélier, c'est quand même du lourd, hein, surtout que Mars, il est dans son signe. Et tout ça en opposition à Neptune en maison 1. Nous, on joue la paix. Mais et les belligérants, c'est les autres, hein. La conjonction, bon, maintenant, je ne veux pas faire d'amalgame excessif et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la conjonction Vénus-Mars en maison 7 se retrouve chez un Fourniret ou chez un Hitler, hein. Donc, c'est j'attaque les autres, hein. Donc, ici, il y a quand même quelque chose d'un petit peu particulier par rapport à cette configuration de l'OTAN, sans oublier la conjonction qui culmine Lune-Uranus. Ce n'est pas un thème qui est nécessairement sur la défensive, hein. Lynn, tu voulais intervenir, je crois. Oui, non, mais j'allais juste dire que le mot défense était NATO, OTAN, c'est une organisation pour la défense. Mais en fait, c'est une organisation qui a été créée un peu contre le danger d'un pays comme l'Allemagne. Si je me souviens bien, pas uniquement contre l'Union soviétique. C'était il y avait à l'époque une peur bleue que l'Allemagne se renaisse agressif. Donc, il a cette idée de personne va marcher sur nous, personne va refaire ça. Donc, il a effectivement une énergie guerrière très, très nette dans le thème, okay? Mais qui est que ça n'arrive plus jamais. Mais bon, les choses ont changé avec l'expansion de l'OTAN, bien sûr, en 99. Je crois que tout était mis dans une autre table. Alors, j'ai voulu dire quelque chose sur les nœuds pour rebondir un peu sur Bernard, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur le changement de signe de nœuds qui sont arrivés. Si on utilise des nœuds moyennes, c'était en décembre. Et si on utilise des nœuds vrais, c'est en janvier. Et en faisant un peu de recherche avec des nœuds en taureau et scorpion, du perspective de astrologie occidentale, bien sûr. Okay. Donc là, on est dans l'occidental. On avait les mêmes nœuds en 1947, au moment de partition de Pakistan, au moment que Israël a déclaré son indépendance et immédiatement fait une guerre. Et donc, on a des questions de territoire et de des gens qui saisissent ou qui veulent le territoire des autres, qui disent que tu as est le mien, en fait. Et ça fait partie de le nœud nord à vide, on peut dire en taureau. Ce que tu as est à moi. En fait, c'est un peu ce qu'on voit dans le monde en ce moment. Et je crois que c'est pas ça, parce que je crois qu'on doit se poser la question. Tous ces événements et tous ces thèmes qu'on regarde, quel effet ils ont sur nous en tant qu'individuels? Qu'est-ce que c'est le travail individuel qu'on peut faire? Bon, là, on est tous impuissantes, comme Bernard a très bien dit, on est dans quelque chose
un peu où, en tant qu'individu, on peut allumer une bougie et prier, ou on peut parler des thèmes, mais en fait, on sait très bien qu'on n'est pas en train de changer les événements politiques et qu'il y a d'autres personnes qui jouent là. Ces nœuds en taureau et scorpion, le nœud sud en scorpion nous dit de ne pas aller tête baissée dans la haine, dans la projection du négatif sur l'autre, dans l'autre et le monstre, etc. Et on était bien dedans, déjà depuis un certain temps. On est bien divisé, on est bien... c'est une chose que je dis, que les nœuds en Gémeaux Sagittaire ont divisé le monde en deux camps. On avait des amis avec lesquels on n'était pas d'accord, on ne pouvait plus s'écouter, on ne pouvait plus être d'accord, tout le monde avait raison, tout le monde sait la vérité sur un truc et la tienne n'est pas la vérité. Donc en fait, les nœuds en taureau-scorpion sont très, très actifs en ce moment. Et il y a un travail très profond où, je crois, dans l'imaginaire des gens qui ne peuvent pas dormir, on dit, est-ce que le monde va toujours être là? Pas que l'Ukraine, mais quand un pays dit, je mets mes armes nucléaires sur l'alerte, c'est un gros choc pour nous. Évidemment, évidemment. Il y a, il y a Svetlana qui dit là-dessus que sur Poutine que sa mission en tant que président est de rendre à la Russie sa grandeur de l'empire. Hein, c'est pour ça qu'il a été. Alors, Oui, moi, c'est ça me ça. fait penser quand même à Trump, quoi. Qu'il disait qu'il voulait que les États-Unis redeviennent le grand pays qu'ils étaient auparavant. Donc, on est là aussi dans des espèces de, je ne veux pas dire délire de grandeur, mais il y a quand même quelque chose en plus qui résonne au niveau des populations. Je remercie les dieux tous les jours que Trump n'est pas président en ce moment. Et justement, ça fait de nombreuses années maintenant, justement, les États-Unis sont dans cette révolution plutonienne, ce retour de Pluton sur sa Oui. position natale, mais ça fait depuis la réélection de Bush que les États-Unis sont dans la phase 12 de Pluton. Donc, dans le cycle plutonien, Pluton est dans sa phase 12, donc dans sa phase de fin de cycle depuis la réélection de Bush. Et Oui. depuis lors, donc, les États-Unis, historiquement, j'ai envie de dire, sont dans une fin de cycle et en effet, Trump était quelque part l'exacerbation de cette fin de cycle, Make America Great Again, revenons à ses valeurs fondamentales, un peu comme en France maintenant, c'est ce qui se passe avec Zemmour, qui est là pour revendiquer un passé et revendiquer des vertus prétendues telles et des valeurs prétendues telles, parce que la France actuellement est dans la phase 12 de son cycle plutonien, comme les États-Unis l'ont été au cours de ces dernières années. Donc, et c'est vrai qu'en plus, comme je le disais, il y a cette exacerbation à l'heure actuelle de cette sortie de Pluton du signe du Capricorne. Maintenant, Biden, c'est le président interlude, intermède entre la fin de cycle de Pluton et le nouveau cycle de Pluton. Et Biden lui-même, il a une maison 12 bien chargée. Hein. Poutine, on ne sait pas si son thème est vraiment vrai, mais si ce thème qui circule est vrai, il a une forte maison 12. Non, je crois que Mais c'est un bon Biden, lui, il a une forte maison 12. Hein. Il a quand même Mars, Mercure, Soleil et Vénus en maison 12. Et Mars, maître de 12 sur la cuspide de 12. Et comme par hasard, c'est le président qui a marqué le retrait de l'Afghanistan et maintenant le président qui marque quand même au moins les prémices d'une guerre potentielle. Hein. Donc, on est dans quelque chose de très particulier. Hein. Qui le dit pile ou face de la balance. Je pense qu'on peut le voir aussi comme le cycle Saturne-Pluton qui était en opposition au début du 21e siècle et la conjonction qui a suivi. Mais je crois tu as souligné le Saturne carré Uranus qui n'est pas terminé, qui revient dans l'automne et qui est cette tentation fascistique, la tentation un peu de céder notre liberté à
un homme plus fort qui appelle les valeurs du passé dans n'importe quel pays, en fait. Et je crois que peut-être cette crise, cette Vénus-Mars-Pluton va nous aider à ne pas à dire non. On veut pas aller là, on veut aller là. Peut-être ça va être une crise salutaire, c'est ça mon grand espoir. On peut, en tout cas, en tant qu'astrologue, on doit pousser dans ce sens-là, parce que c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, Aline, Pluton, c'est le pouvoir de dire non, de refuser l'abject. Hein. Ah, Et, Pluton, c'est le pouvoir tout court. mais aussi de dire non, ben, parce que Jupiter aussi, c'est le pouvoir. Mais, Oui, mais avec Pluton, on peut contester, nier farouchement. On peut en effet, les conjonctions, justement, Jupiter, Saturne, Pluton, c'est la capacité à dire non, à s'opposer à ce qui est fondamentalement injuste. Et donc, en ce sens-là, j'abonde tout à fait dans ce que dit Lynn. Hein. non, non, je suis d'accord, mais je veux dire, Pluton, c'est aussi les hautes sphères financières, les puissances financières, Bien sûr, le pétrole, les richesses souterraines, les les mafias, mafias, les multinationales, etc., etc. bien Et on sûr. sait que c'est le nerf de la guerre, quoi, Pluton. Et juste, je voudrais rebondir là, parce qu'on disait, oui, tout le monde, il y a voilà, Make America Great Again ou Poutine qui veut l'Empire russe. Et rappelons que la dernière conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, 1856, et que c'est la fin de la guerre de Crimée, que la Russie perd contre deux pays occidentaux, enfin les deux grandes puissances occidentales de l'époque qui sont l'Angleterre et la France, alliées à la Turquie. Et en fait, euh, quelquefois, moi, j'ai l'impression que Poutine, c'est pas évidemment, effectivement, le retour à l'URSS. Non, c'est le retour à la Grande Russie. Une Russie qui, en 1856, perd en fait sa puissance sur la mer Noire et qui, quelques décennies plus tard, va perdre une guerre contre le Japon et qui donc perd vraiment de son aura et de sa grandeur. Et que là, il y a une tentative de retour dans ce sens-là. Mais en tout cas, pour la Crimée, je trouve ça vraiment très, très frappant que la guerre de Crimée voilà, s'est achevée sur la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Mais je pense en effet, on en a parlé tout à l'heure, que le grand traumatisme de Poutine, ça a été l'effondrement de l'Empire soviétique, mais il ne souhaite pas la restauration de l'Empire soviétique, il souhaite la restauration, c'est un tsar. Il Oui. souhaite une Russie, c'est la Russie de Catherine de Russie hein, qu'il Oui. souhaite réinstaurer. Et au niveau mondial, justement, les configurations sont très similaires. Hein. La conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, c'est l'époque aussi de Catherine de Russie. Hein. Oui. Il y a une chose que j'ai voulu signaler pour la conjonction Jupiter-Neptune en avril. Ok, je suis plutôt optimiste. Jusqu'ici, j'étais très optimiste pour cette conjonction. J'étais sûre que début mars, on sera un peu libéré de Covid, qu'il y aura une grosse énergie d'ouverture en avril par rapport au Covid, ce qui a l'air d'être le cas, où j'ai des collègues qui m'ont dit non, non, ça va être une forme de Covid encore pire, ou d'autres qui ont dit ça va être une attaque terroriste. Mais dans les recherches, on a parlé là des Nations Unies, mais on n'a pas parlé du fait que les seules fois que le nucléaire était utilisé en bombe sur des êtres humains, il y avait aussi le début d'une conjonction Jupiter-Neptune. Parce que, alors, ils n'étaient pas dans le même signe pour Hiroshima. Jupiter était fin, vierge, et Neptune était début balance. Ils étaient à 8 degrés d'orbe et à Nagasaki, c'est la même période. Mais quand on travaille des cycles, on sait que ce cycle était en effet. Et cette notion, donc dernièrement, ces derniers jours, j'ai pensé à cette idée que Jupiter-Neptune change aussi notre sentiment de frontière, de ce qui est possible
de limites de sécurité de notre vie. Tout devient possible, l'impensable devient possible, mais le contraire devient possible aussi. Mais ce Jupiter-Neptune, quand on pense à Jupiter, Jupiter, comme quelqu'un a dit, Jupiter a le pouvoir aussi. Jupiter, en mythologie, a le foudre, a le pouvoir absolu de changer le monde. Et donc, il y a quelque chose immense qui est possible pendant cette période-là. Donc, cette notion de no limits, pas de limites, est aussi quelque chose vers lequel on y va. Tu as raison, Lynn, et puisque bon nombre d'entre vous le savent, je vous parle depuis Bruxelles, la Belgique. La révolution belge en 1830 s'est faite sous une conjonction Jupiter-Neptune. On associe souvent, à juste titre, la révolution à Jupiter-Uranus, et les amis français peuvent en témoigner historiquement, puisque la révolution française s'est faite sous une conjonction Jupiter-Uranus en Lion, le signe royal, mais la révolution belge s'est faite sous une conjonction Jupiter-Neptune. Et en effet, Lynn, il y avait cette idée de fusion, puisque ça a été une fusion-confusion, j'ai envie de dire, entre le peuple wallon, qui est un peuple francophone, et le peuple flamand, qui est néerlandophone, ce qui fait le foutoir en Belgique depuis des lustres. Hein, ce conflit linguistique, à l'extérieur, on le connaît peut-être un peu moins, mais en effet, et 1830 en France, c'est aussi une année révolutionnaire, c'est les Trois Glorieuses. Donc, il y a un côté révolutionnaire aussi, mais qui est plus, j'ai envie de dire, socialisant que le Jupiter-Uranus. Mais Jupiter-Neptune, et tu parlais aussi de mythologie, quelque chose auquel j'ai réfléchi il y a des années de cela en étudiant les guerres en Israël. À un moment, je me suis rendu compte, je crois que c'était la guerre de 6 jours qui s'est faite sous une configuration de Neptune. Et a priori, on a tendance à dire, oui, Neptune, aimons-nous les uns les autres, la fraternité universelle, la fusion. Tu parlais de mythologie. Dans la mythologie grecque, Poséidon, c'est un des seuls dieux qui est armé. Il a un trident. Et c'est le dieu des tremblements de terre, des tsunamis. Donc, ce n'est pas uniquement ce côté édulcoré dont on essaye de se faire des illusions là-dessus. Il y a un côté, malheureusement, aussi guerrier chez Neptune. On sous-estime l'influence de Neptune, hein. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, à mon sens, Neptune est un des astres les plus dangereux qui soient. Parce que Neptune, moi j'aime bien parler d'empathie négative comme d'empathie positive. Neptune, c'est l'empathie, donc il y a une empathie positive et effectivement, il y a de l'amour, il y a de la compassion. Hein, I am the world, you are the world, etc. Ça, c'est très, très Neptune, bien sûr. Mais Neptune, c'est aussi l'empathie négative, le fait d'être influencé par les médias, les réseaux sociaux, les idéologies, les religions. Pourquoi ? Par le phénomène de l'identification. Neptune, c'est avant tout l'identification. Je m'identifie à mon pays, à ma tribu, à ma religion, à ma race, à ceci, à cela. Et résultat, l'astre qui est fait pour rassembler devient extrêmement séparateur. Et c'est pour ça que Neptune peut apporter le chaos autant que la lumière et l'amour. Parce que c'est justement l'astre de l'identification. D'ailleurs, souvent on le voit en période avec les attaques terroristes ou ce genre de choses. Il y a toujours Neptune qui est très fortement placé. Parce que et voilà, il y a identification à une foi, à une croyance, et à cause de cela, je me sépare du reste du monde, et à cause de cela, j'attaque le reste du monde, sans compter que nous le savons aussi en tant qu'astrologue, eh bien Neptune est relié au mensonge, à l'illusion et à la trahison. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les fake news, là en ce moment, la guerre cybernétique, tout ça, c'est totalement neptunien. Donc Jupiter-Neptune, moi aussi, hein, je reste optimiste quelque part, mais attention,
Il y a un Prudent, oui. énorme danger dans Jupiter-Neptune, énorme danger. On est tout à fait d'accord. Alors, il y a Emma, alors je n'ai pas fait attention, qui dit, si on veut voir l'analogie, le glyphe de Neptune ressemble beaucoup au symbole ukrainien sur leur drapeau. Alors, je vous dirais que là, alors, autant le bleu et le jaune, je l'ai bien intégré, autant le symbole, je dois reconnaître que ça m'échappe un peu. Mais je suis d'accord pour dire que le côté un petit peu, je ne voudrais pas dire fourbe, hein, mais double en tout cas de Neptune peut être tout à fait porteur comme toxique. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment en tenir compte. On a souvent tendance à mettre Neptune en arrière-plan, alors qu'en fait, elle a un côté un petit peu, je ne veux pas dire scorpion, mais un côté un petit peu éminence grise, où même en arrière-plan, elle est capable d'avoir une influence extraordinaire, quoi. Non, mais un côté poisson, on peut le dire. Hein. Moi, je suis poisson, donc je peux très bien le dire. Le poisson, c'est la tête dans les étoiles et très souvent les pieds dans les marécages. Et Neptune, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, on a la toxicomanie neptunienne qui est différente de la toxicomanie plutonienne. Hein. La plutonienne, elle est plus vraiment destroy, on pourrait dire. Mais la neptunienne, eh bien, voilà, elle va vraiment. Bon, il y a une recherche de rêve, tout ce que l'on veut, mais résultat, on se retrouve avec des voleurs, avec des menteurs et ainsi de suite. Mais en même temps, avec Neptune, eh bien, on a des artistes extraordinaires. On peut même avoir des saints, enfin, entre guillemets, qui se dégagent. Mais donc, dans le thème de la nouvelle lune, on a 4 planètes en poisson. Donc, est-ce que ça, c'est pas des sages qui… Est-ce qu'on peut pas imaginer des sages qui empêchent que le monde tombe dans la destruction totale? C'est ça que j'espère voir dans la conjonction. C'est pas les marécageux, mais plutôt des gens qui travaillent pour du bien. Ben, il y a en effet des éléments, je pense, d'espoir, parce que donc la fameuse conjonction Soleil-Jupiter et Jupiter-Neptune, mais on va aussi avoir, je crois que c'est au mois de mars hein, maintenant, ou au mois d'avril, je l'avais noté quelque part, on a la succession Vénus va rentrer en poisson elle-même. Hein, et donc, il y aura les 3 maîtres du poisson, Jupiter, Neptune et Vénus, qui vont simultanément occuper le signe. Et donc, Vénus qui va elle-même passer à la conjonction de Jupiter et de Neptune. Donc, ça, c'est vrai que ça prête à espoir. Notamment, en effet, le 30 avril, voilà, il y aura la conjonction Vénus-Jupiter. Malheureusement, comme tu le disais au tout début, Lynn, il y a d'autres aspects qui sont aussi très contrastés, hein, parce qu'il y aura aussi la conjonction Mars-Saturne, en effet, qui va se produire. Et puis, le 29 mai, on aura la conjonction Mars-Jupiter qui va se faire au début du Bélier. Mais je crois, je suis d'accord, vraiment, c'est très intéressant, mais effectivement, bon, déjà, j'étais en train de regarder en thème horaire. Est-ce que Vénus arrive entre Mars et Pluton avant que Pluton fait la conjonction, Mars fait la conjonction exacte avec Pluton? C'est simultané, hein? Non, juste dans le jour qui vient. Mars va faire la conjonction exactissime avec Pluton, mais Vénus ne peut pas le rattraper à temps, en fait. Donc, Vénus, cette conjonction se fait, donc on peut attendre quelque chose en thème horaire, on peut attendre quelque chose de difficile dans le jour qui vient. Pour moi, c'est une année, c'est un jour un peu dangereux. Alors, par contre, je crois qu'il a quelque chose qui veut, ils peuvent avoir une pause, mais on a Vénus, avant que Vénus arrive à Jupiter, elle va conjoindre Saturne et Mars aussi. Et je crois que c'est le 31 mars, c'est ça, j'avais regardé le jour. Donc, on a encore un durcissement, on peut avoir quelque chose qui semble aller mieux, mais on peut avoir un durcissement avec Vénus-Saturne et Mars-Saturne. Donc, on n'est pas, je crois, même si on est soulagé, il y a des choses qui peuvent repartir. Oui. Et le thème de l'OTAN, tu peux le remettre un instant, Marc, parce que j'ai voulu… Est-ce que c'est activé par Jupiter cet été?
Oui, parce que Oui. Jupiter va arriver à 8 degrés, il va faire une station. Sur le Mars quasiment. Ouais. Non, le Mars est à 10. Donc Oui, le mais à 2 degrés près, je crois. Oui, non. Pour moi, c'est bien que ça s'arrête avant. Bon. Du perspective horaire, ça n'arrive pas. Il était beaucoup question tout à l'heure de maison 12 et puis aussi de passage à Capricorne. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de recul comme ça sur des anciennes valeurs, une espèce de nostalgie plombante, si j'ose dire. Hein, le côté un petit peu c'était mieux avant, alors qu'en fait, c'est reculer pour mieux sauter, hein, parce que de toute façon, on ne reviendra pas avant et ce n'est pas bon non plus. Hein. Et moi, je veux dire, dans la maison 12, il y a un côté, pour moi, la maison 12, c'est aussi la maison de la gestation. C'est-à-dire que là, je pense que la planète, hein, l'humanité, est en période de gestation. Ça revient un petit peu, ce côté un petit peu révolution avec des nouvelles républiques, des nouveaux États ou des nouvelles dimensions. Mais là, je pense qu'on est en train en pleine gestation, pas d'un nouveau monde, il ne faut peut-être pas exagérer non plus, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement prometteur sur ce qui peut arriver après. Et je suis d'accord pour dire que, comment dire, dans la dernière Gazette, il y avait donc tout un tas d'articles, hein, dont bon nombre d'entre vous ont écrit aussi, et il y en a un moment qui disait on a les présidents qu'on mérite, on a le monde qu'on mérite. Et je pense que là-dessus, faut arrêter d'être un petit peu passif et de se dire et d'attendre que les autres fassent à notre place. Je pense que le peuple, les gens ont quand même une part importante à jouer pour pouvoir faire bouger les choses. Et c'est vraiment aussi important de sensibiliser, de conscientiser les gens par rapport à ça, du pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire que le pouvoir n'appartient pas qu'aux grands, il appartient aussi aux petits. Je suis tout à fait d'accord sur cette conscientisation et cette responsabilisation individuelle, mais je pense en effet que nous sommes astrologiquement au début d'une nouvelle ère qui n'est pas l'ère du Verseau, mais qui est liée en effet à cette configuration Jupiter-Saturne qui a changé d'élément. Quand elle a commencé en Terre, c'était le début de l'ère industrielle finalement, hein, de la révolution industrielle, et on est rentré dans une société consumériste. Ici, nous sommes à peine au début d'une nouvelle société, donc on ne comprend pas encore, on ne saisit pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais nous sommes au début d'un nouveau paradigme et le fameux cycle de Pluton qui concerne à la fois les États-Unis et la France est très significatif parce que la fondation des États-Unis, l'indépendance des États-Unis est tout à fait fondatrice dans l'histoire contemporaine. C'est un élément tout à fait marquant, comme la Révolution française. Les deux sont directement liés d'ailleurs. Donc, pour notre société occidentale, on va dire, nous sommes en effet dans cette phase de gestation, comme tu le disais, Marc, liée à cette phase 12, et en même temps, nous sommes déjà au début de ce nouveau cycle dans les signes d'air liés à Jupiter-Saturne. Il ne faut pas oublier qu'en effet, nous travaillons avec les transsaturniennes, mais les anciens s'arrêtaient à Saturne. Et pour eux, le cycle Jupiter-Saturne était le cycle majeur et ces changements d'éléments étaient hyper importants. Hein. Pour eux, c'était vraiment des changements de culture, de civilisation, de religion. C'était quelque chose de tout à fait fondamental. Mais il y a une chose qui me plaît bien, moi aussi, dans le Jupiter-Neptune, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu foufou, mais j'ai envie de dire que le monde de demain, il faut le rêver avant de le vivre. Et c'est pour ça que le côté Jupiter-Neptune, alors c'est vrai que, mais enfin, ça peut être un petit peu excessif, mais d'une certaine façon, je pense que une belle réalité pour demain sera, à mon avis, issue d'un rêve un peu fou. Et je trouve que là-dessus, Jupiter-Neptune peut être extrêmement porteur et intéressant. Voilà. Du moment que ce n'est pas le rêve d'un savant fou.
que ce soit un rêve un peu fou. Voilà. Même si des fois on a l'impression de se retrouver plongé dans quelques bouquins de science-fiction écrits il y a fort longtemps, on a l'impression que maintenant la science-fiction nous a rattrapés. Hein. Mais oui, oui, oui. J'ai eu une conversation la semaine dernière avec une astrologue américaine, Ronnie Dreyer, qui pratique l'astrologie védique comme Bernard. Et Ronnie a dit que dans la tradition indienne, il y a une idée que quand deux planètes sont sur le même degré, ils ont une guerre. Et elle a dit que généralement, et là c'est une question pour Astrid parce qu'elle a fait des commentaires sur la longitude de Vénus et Mars. Elle dit que la planète le plus bas en latitude, c'est celle qui est le plus fort. Mais je crois qu'elle parlait, je ne suis pas sûre, peut-être Bernard, tu connais ça, mais la planète qui est le plus bas en longitude, ou je ne sais pas si c'est longitude ou en longitude zodiacale. Non, ça je ne connais pas ce détail. Les hindous, ils ont cette notion de guerre planétaire, effectivement. Oui. Mais il faut dire qu'ils rangent aussi leurs planètes comme amis ou ennemis. Donc, selon si deux astres sont amis, il n'y aura pas de guerre, mais s'ils sont ennemis, il y aura une guerre. Pour eux, Et Vénus et ensuite, Mars sont ennemis. Ouais. oui, je pense, ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, c'est... Après, bon. Mais attention, hein, moi, je ne pratique pas l'astrologie védique. Je pratique l'astrologie purement occidentale, mais je me suis beaucoup nourri de connaissances venant d'astrologie védique, spécialement au niveau des nœuds lunaires, parce que je pense qu'ils ont une compréhension 1000 fois supérieure à ce qu'il y a en ce moment en Occident, quoi, de ce côté-là. Ouais. Pour insuffler quand même une petite note optimiste, je voudrais rappeler, parce que ces 2 dernières années, on a beaucoup évoqué quand même André Barbeau, qui dans un article avait parlé de risque de pandémie. André Barbeau s'est beaucoup consacré au cycle des planètes, au cycle planétaire, et en effet, il avait annoncé une grande crise mondiale pour 2020. J'ai repris tout à l'heure son bouquin « L'avenir du monde » et c'est vraiment écrit en toutes lettres. Je vais juste vous lire un petit passage sur 2020 et les configurations. On est enclin à se représenter notre continent miné par des forces profondes, rongé par un mal particulier, vivant alors un temps de glaciation, alors qu'on nous parle de retour de la guerre froide, finalement. Cela ressemble à une maladie, sinon à une intervention chirurgicale de la communauté européenne. Donc, il cite expressément la communauté européenne, autrement dit l'Union européenne. Et alors, quand même, pour ajouter une note positive, pour la période de 2025 à 2030, il indique la meilleure période du siècle. L'on y voit réunies toutes les conditions qui donnent un souffle prodigieux à l'histoire portée au suprême. Quelle heureuse odyssée nous est réservée. Donc, il y a quand même matière à espoir. Évidemment, évidemment. Il faut que je suis très contente que maintenant, beaucoup plus de gens en anglais parlent de travaux de Barbeau, grâce à les traductions qui étaient faites par l'association d'anglais. Et j'ai fait quelques parties à faire des liens avec des gens. Donc, je suis très, très contente que le travaux de Barbeau et d'autres Français d'ailleurs est connu maintenant. Non, mais parce que c'est hyper important. Et j'ai interviewé André en 2000, un an avant sa mort à peu près, et il m'a dit à peu près la même chose sur 2025 et 2026. Donc, en effet, comme l'écrit Aurélie, il faut arriver jusqu'en 2025, il faut s'accrocher. Oui. Oh, ben, on a survécu à pire, hein, j'ai envie de dire. Mais en effet, jusqu'à 2025, nous avons encore certains cycles de planètes lentes qui sont des fins de cycle. Le carré Saturne-Uranus est un carré involutif, donc Saturne revient vers Uranus, et même Jupiter, il va vers la conjonction, donc il est dans une phase terminale, entre guillemets, involutive, et c'est seulement en 2024 qu'aura lieu la conjonction Jupiter-Uranus, qu'à partir de là,
vraiment la majorité des cycles vont être évolutifs et que donc cette relance, ce nouvel espoir, ce fol espoir peut se réinsuffler. Oui. J'ai envie de dire que tout accouchement se fait dans la douleur. Hein. Oui, mais oui. Mais oui. Bon, c'est bien gentil, hein, bon, j'espère aussi, mais je veux dire, là, évidemment, bon, voilà, on parle de l'Ukraine, on parle de ce qui se passe en ce moment, mais pourquoi pas en profiter pour dire un mot sur le réchauffement climatique, sur les rapports du GIEC, sur la destruction totale de notre environnement actuellement. Et on ne peut pas attendre et se dire ah ben dans 3-4 ans ça ira mieux et tout ça, parce que on ne peut plus perdre des années à attendre et à penser que ça ira mieux. L'humanité est peut-être dans la situation la plus catastrophique de toute son histoire. Il faut Bernard, quand même regarder ça actuellement, quoi. Hein. Je suis tout à fait d'accord, hein, Bernard. Comme disaient les anciens, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'attendre béatement les configurations à venir. Mais j'essayais de remonter un petit peu le moral. Oui. Là, tu nous. Bon, excuse-moi, je ne voulais pas replomber tout de suite. Oui, parce qu'en fait, c'est encore un sujet dans lequel, même si je suis sûre que, tu vois, moi, je fais mon compost à Paris, dans le 12e arrondissement, mais je fais tous les petits gestes qu'il faut, mais je ne prends pas d'avion en ce moment, donc déjà, je contribue, je fais ma contribution. Mais en fait, on a aussi ce sentiment de est-ce qu'on peut changer des choses maintenant? Et je pense qu'en effet, avec les configurations en verso en particulier, ça renvoie à la capacité individuelle. Hein. Le verso est un signe qui renvoie à la liberté individuelle et donc au choix de tout un chacun. Et ensemble, le verso est un signe corporatiste. Donc, ensemble, en réunissant des personnes qui agissent dans le même intérêt, alors, je ne veux pas être super idéaliste et raconter qu'on est dans le monde des bisounours, mais logiquement, si le changement intervient au niveau des individus, il y a la possibilité de changer certaines choses, je pense. C'est là un petit peu la clé du changement. Hein. C'est que, je veux dire, le changement collectif passe par des changements individuels. Et il ne faut pas attendre que les autres arrêtent de faire des bêtises ou des comportements irresponsables. Il faut déjà que chacun soit en capacité d'adopter un comportement correct, quoi. Ce qui n'est pas évident. Hein, oui, mais justement, le changement, d'ailleurs, bon, je compte bien en parler forcément lors de la conférence du 19 mars. Le changement, si le changement se faisait par la logique, par l'intelligence, par le raisonnement, quelque part, ça fait longtemps qu'on aurait changé. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et ce qui est intéressant avec Jupiter-Neptune, même si ça ne dure pas longtemps, c'est que ça peut réveiller l'émotion à un niveau supérieur. C'est-à-dire réveiller l'intelligence émotionnelle, parce que sans intelligence émotionnelle, l'humanité ne changera pas. Et je trouve qu'en ce moment, ce qui se passe, dans ce contexte guerrier, eh bien, c'est intéressant du côté de l'intelligence émotionnelle, parce que ça réveille des émotions. C'est pas que de la compassion ou de la sentimentalité. Je pense qu'il y a une véritable réalisation que, bon, voilà, effectivement, on est au 21e siècle, on est tous dans le même bateau. S'il y a une guerre nucléaire, on est tous foutus de toute façon. Si on continue à laisser la Terre se détruire, on est tous foutus aussi. Et il faut une espèce d'intelligence émotionnelle puissante pour passer au-delà des clivages, au-delà des identifications et de toutes ces choses. L'énergie du Verseau de ce côté-là, et c'est vrai, c'est une énergie de liberté, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une énergie dure, électrique, cassante, et qui,
moi, dans mes analyses d'astrologie mondiale, pour moi, il y a 3 pays, 3 nations très marquées par le Verseau. C'est la Chine, la Russie et la France. Et 3 pays avec des grandes cultures, avec des gros passés, et qui ont eu des révolutions extrêmement violentes et dévastatrices. Les énergies du Verseau. Donc il faut tabler sur Jupiter-Neptune, mais du côté le plus positif possible, le plus intelligence émotionnelle possible. C'est vrai que sur un Je pense- plan mondial, on parle beaucoup de l'Europe et de l'Amérique, et on parle très peu de la Chine. Alors que j'ai envie de dire, elle est un petit peu comme Neptune, elle est en arrière-plan, mais elle est là. Non, mais Avec une... le Chine a une lune et un ascendant début Verseau. Donc, je crois qu'on va parler beaucoup de la Chine dans les années qui viennent, Tout à fait. quand Pluton arrive en Verseau. Mhm. Et pour l'instant, la Chine a pris une position assez neutre dans ce qui se passe avec Poutine. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose dans le monde ce matin, une vidéo qui expliquait ce qui s'est passé en Russie, qui a été vraiment bien fait, où il explique que Poutine a fait beaucoup plus d'affaires financières avec l'Asie et beaucoup moins avec l'Europe que dans le passé. Et il y a peut-être des gens qui l'ont vu, mais c'est passionnant de voir qu'il a déjà un changement d'échange, de regard asiatique, euro-asienne que Poutine a fait. Il a eu un changement directionnel depuis un certain temps. Mais je pense, Lynn, que ce changement directionnel, il est aussi et surtout lié à l'attitude occidentale qui a acculé la Russie. Absolument, mais La absolument. Russie s'est tournée vers l'Orient parce que l'Occident poussait aux portes pour s'opposer finalement à la Russie. Les pactes qui avaient été scellés par écrit et verbalement entre les Américains et les Russes à la fin de la guerre froide n'ont pas été tenus. Exactement, c'est exactement cette pointe. Et quand on a eu on dit en anglais des hawks, les oiseaux de proie qui ont arrivé dans le gouvernement de George W. Bush et qui ont envahi l'Irak, le monde a pris une tournure qu'il ne devait pas prendre. En fait, on avait toute la potentialité déjà à ce moment-là, avec Uranus en Verseau, carré, Saturne en Taureau, Jupiter, Saturne en Taureau, on aurait pu faire autrement. Et là, on paye un peu ce qui a été décidé à ce moment-là en destructif par les États-Unis, je pense. Il y a André Van Allonen qui suggère d'étudier la prochaine conjonction Mars-Uranus nœud nord qui aura lieu le 1er août prochain et qu'il qualifie d'explosif. Oui, c'est la fin du mois de juillet et effectivement, ça peut être un moment très important. Mais on a déjà On en a parlé, oui. beaucoup de choses. D'autant plus que ce sera en plus au carré de Saturne. Donc c'est le moment le plus explosif de l'année. Tout à fait. On est d'accord. Ouais. Il y a beaucoup de moments explosifs, malheureusement, cette année-ci. On est dans... Parce que Bernard, tu parlais jusqu'en septembre, mais justement, septembre-octobre, c'est le retour de Saturne-Uranus qui reforme presque la quadrature. Et ensuite, il ne faut pas oublier que fin d'année jusqu'au début d'année prochaine, tout au long du dernier quadrimestre, il y a la longue boucle de rétrogradation de Mars en Gémeaux qui va se faire au carré de Neptune. Oui. Là aussi, on parlait du signe des poissons, c'est les sous-marins, hein, Neptune et les poissons. Oui, non, c'est sûr, il y a toute l'année de toute façon. Moi, je me suis surtout fixé sur les moments les plus intenses parce qu'il y a un moment donné, on a effectivement les nœuds lunaires, Uranus, Saturne et Mars. Et on sait que les nœuds lunaires souvent marquent des événements.
c'est-à-dire des choses qu'on peut vraiment lire, qu'on vit véritablement. D'ailleurs, comme en ce moment avec le Kala-Sarpa, par exemple. Donc, plus Mars, le dieu de la guerre, sur Uranus, on sait très bien ce que ça peut donner. Le carré à Saturne, avec toutes les frustrations et les durcissements, enfin, non, on a vraiment des passages très, très compliqués. Et c'est pour ça qu'à nouveau, voilà, il faut tirer le meilleur parti de Jupiter-Neptune parce que c'est tout notre espoir, il est là quasiment, il est dans Jupiter-Neptune, en tout cas pour cette année, hein, je veux dire. Pour cette année, oui. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression, c'est peut-être pas rigolo, mais on a l'impression quand même que 2022, on traverse un terrain miné. Pour faire gaffe où on met les pieds, ça peut nous péter à la figure. Hein, et il faut être vraiment prudent. Ça nous pète déjà à la figure, hein, Il y en a il y qui a ont un mis des pays pieds en guerre déjà. en ce moment, quoi, hein, c'est déjà là, quoi. Oui, 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 oui. Et Oui, je reviens, Marc, si tu peux le réafficher, le thème de l'OTAN. oui, L'OTAN, je l'ai souligné tout à l'heure par rapport à la configuration en Verseau, mais donc le Jupiter de l'OTAN, qui est maître de la maison 7, est à 29 Capricorne. Ça veut dire que Pluton va passer dessus, et Ah pendant ce oui. temps, Neptune franchit le descendant. Hein, Mhm. donc, on a les deux astres invisibles par excellence et des magouilles, on va dire, pour synthétiser de manière vraiment très succincte, qui vont toucher quand même ce Jupiter et ce descendant de valeurs jupitériennes, hein, en Ouais. Poisson et Jupiter. Et Donc le là, Neptune. on peut se dire que négativement, ça craint, et positivement, peut-être que l'on peut espérer en une transformation, une mort et une renaissance. Hein, Pluton et une évolution neptunienne vers autre chose. Gardons quand même toujours un peu d'optimisme. ça rejoint un petit peu ce que tu disais, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais que l'OTAN a été construit au sortir de la guerre, dans la perspective d'une éventuelle récidive de cette guerre, de cet affrontement vers l'Allemagne, mais que maintenant, la situation a grandement évolué, les paramètres ont complètement changé. On peut se dire que l'OTAN, d'une certaine façon, il est obsolète et qu'il aurait vraiment besoin ou alors de faire peau neuve, ou alors, je veux dire, en gros, il y a un petit coup de Pluton, c'est-à-dire on efface tout et on remet en place quelque chose qui soit réellement adapté à notre époque, à notre situation actuelle et à venir d'ailleurs. Et je le C'est pas, soulignais au début, mais les premiers bombardements en Ukraine se font avec Pluton sur l'ascendant, qui se superpose à l'ascendant de Macron. Or, je crois que c'était il y a un an que Macron a dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et maintenant, il se réveille et il va se positionner presque en tant que chef de guerre. Transformation plutonienne, là aussi. Mais regarde le transit de Neptune carré la Lune aussi de l'OTAN. Oui, c'est Tout conjoint à la fait. 7, mais c'est conjoint la Lune. Donc en fait, il y a forcément un débordement, forcément une invasion. Neptune qui arrive dans la 7, la Lune débordée. Est-ce qu'on garde les frontières? Est-ce qu'on garde les limites? Ça, c'est encore la grande question de Neptune. Est-ce qu'on peut se protéger? Même, je trouve que même sont remises en question à l'heure actuelle les notions de frontières. Oui. Les notions de frontières, c'est-à-dire que ces espèces de coups de crayon comme ça sur le papier qui n'ont plus vraiment de sens à une époque. Enfin, oui, mais on est quand même dans une période où maintenant on est capable de voir de voir en direct ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la géopolitique, les frontières ne sont plus, c'est plus pareil. Maintenant, on n'est plus citoyen d'un village ou d'un pays, on est citoyen de la planète maintenant. justement. Donc le vrai truc, c'est que l'OTAN, ce serait bien que ça disparaisse de toute façon. Ce dont on a besoin et que pourrait signifier Jupiter-Neptune par rapport au contexte actuel, c'est un nouvel ONU. Justement, à nouveau, SDN en 1920, ONU 1945. L'ONU n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que Conseil de sécurité avec veto de certains pays. Donc, quoi qu'il arrive, où la Russie met son veto, où les States mettent leur veto, où les Chinois mettent leur veto, etc. Et on n'arrive jamais à rien. Et là,
peut-être qu'avec voilà, tout ce qui se passe en ce moment, et aussi dans le contexte d'une destruction de toute la planète, eh bien, c'est le moment où il pourrait y avoir une nouvelle construction, un nouveau rassemblement des États, où il y aurait véritablement enfin, plus de pouvoir, plus de possibilités de travailler ensemble, enfin, d'aller vers un vrai progrès d'une façon ou d'une autre. Plutôt que de vouloir renforcer un organisme de défense, eh bien créer un nouvel organisme d'alliance de tous les pays du monde, sans vouloir être trop utopiste, bien sûr, mais quelque part, on n'a pas véritablement le choix. Oui. Mais je pense que la conjonction Jupiter-Neptune, donc qui va se faire sur le 23e degré des Poissons, elle se fait en conjonction au descendant de l'OTAN. Oui, Donc justement. on peut espérer que quelque chose bouge à ce niveau-là, éventuellement que une autre structure, comme tu le disais Bernard, une nouvelle organisation des Nations Unies, quelque chose d'autre puisse émerger d'une dissolution, parce que Neptune, c'est aussi le solvant universel. Opposé à l'ascendant de l'OTAN, on peut imaginer comme possibilité que l'OTAN puisse se dissoudre d'une certaine manière, puisque sa raison d'être, en réalité, n'est plus. Et ici, on est peut-être face à un dernier soubresaut, excusez-moi l'expression, de la bête qui ne veut pas mourir et qui donne un dernier soubresaut vital pour montrer qu'elle est toujours vivante alors qu'elle est à l'agonie en réalité. Oui, oui, mais Alors, moi, je suis un peu perplexe que vous dites ça doit mourir à un moment hyper dangereux. Alors vraiment, est-ce que vraiment, moi, je ne pense pas comme ça. Écoute, Lynn, moi je ne pense pas, on ne résout pas les choses avec la guerre. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre, mais on avance dans les états de paix. La guerre sert à détruire. Donc, En théorie, je suis d'accord avec vous, mais en fait, dans une situation où quelqu'un fait la guerre, je crois que le désir, je ne sais pas si on a Hitler en Europe, on fait la guerre. À situation extrême, évidemment, réaction extrême. Ici, on n'a pas encore la guerre en Europe. Évidemment, en Ukraine, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Mais ce n'est pas en alimentant l'armement qu'on va trouver une solution à cette guerre. Et j'ai entendu récemment, il y a eu une interview de Ségolène Royal qui, à mon sens, a tenu une position très sensée en disant il faut négocier, il faut ouvrir la porte plutôt que de la fermer. Et le problème de l'OTAN et de l'Europe en général, c'est qu'on a eu tendance à toujours fermer la porte à Poutine. Alors maintenant, on nous dit oui, c'est un fou paranoïaque, mais on l'a rendu fou paranoïaque quelque part, parce qu'on l'a de plus en plus acculé aussi. Il avait quand même un peu quelques aptitudes. Il avait la fibre, bien sûr, mais si tu as la fibre névrotique et que je te dis fais attention à ci, fais attention à là, tu vas vraiment devenir névrosé. Voilà. Il y a une responsabilité globale, si j'ose dire. Hein. Mais j'étais juste en train de voir qu'il y a un iode dans ce thème de l'OTAN entre Uranus, Jupiter et Saturne qui sera activé par Pluton l'année prochaine. Donc, qui peut indiquer une transformation vraiment radicale. Maintenant, Lynn, en tant qu'astrologue, évidemment, nous ne sommes pas politiques. Donc, et je pense que l'astrologue doit être là pour mettre en évidence les dangers et les potentialités au sens positif du terme. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'en effet, nous sommes dans une année qui est très dangereuse. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Bernard, par rapport à cette notion d'alliance entre les pays, moi je pense que c'est là la subtilité, c'est que, et on rejoint cette notion de pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait
un pouvoir, c'est-à-dire qu'une personne qui prenne qui devienne entre guillemets le maître du monde, je suis désolé, hein, mais hein, voilà, il faudrait qu'il y ait un collectif. Je pense que la solution, elle est dans le collectif. Il faut arrêter qu'il y ait une personne à la tête d'eux qui dirige tout avec ce risque d'autocratie. Et que d'une certaine façon, une gestion collective mondiale est pour moi la solution pour demain. Ça, tu prêches pour le Verseau, hein. Ah, mais en tant que Verseau, j'anticipe. Alors, Michael, je crois que tu voulais peut-être aussi, il est quand même 10h moins 10, donc oui, je fatigue, pas moi. trop abuser de la patience des gens, mais si je vois quand même qu'ils sont encore 200 à être restés, tu voulais nous parler des éclipses, je crois. Oui, alors ce serait très long, il faudrait faire carrément une conférence là-dessus, mais juste quelques mots. Je crois que Bernard, tout à l'heure, a insisté en effet sur le fait que les nœuds traversent l'axe taureau-scorpion. Et donc, en effet, depuis la dernière éclipse lunaire qui a eu lieu le 19 novembre dernier, 2021, depuis lors, c'est la première qui s'est produite dans l'axe taureau-scorpion. Et maintenant, toute cette année-ci et l'année prochaine aussi, mais surtout toute cette année-ci, nous avons une succession d'éclipses qui se produisent dans cet axe taureau-scorpion. Ce que je voulais surtout souligner, c'est que l'éclipse lunaire du 19 novembre dernier s'est faite à 27 degrés du taureau. Et cette éclipse a directement quand même touché bon nombre des thèmes que nous avons abordés ici et certains que nous n'avons pas abordés directement, en particulier le thème de Joe Biden. Elle s'est faite directement en opposition à son soleil natal, ce qui n'est pas une petite chose quand on étudie les éclipses. Elle s'est faite sur le fond du ciel d'Emmanuel Macron, donc ce n'est pas rien non plus. Elle s'est faite en carré à la triple conjonction Jupiter-Mercure-Vénus de l'Ukraine, comme par hasard, et en carré au Saturne du président ukrainien. Donc, c'est une éclipse qui met en jeu pratiquement tous les protagonistes dans cette histoire. En tout cas, les principaux protagonistes sont impliqués. Et fait tout à fait remarquable, donc cette éclipse, elle s'est faite à 27 degrés du taureau. Or, la pleine lune, donc c'était une éclipse lunaire, donc sous une pleine lune évidemment, la dernière pleine lune, donc celle qui a précédé l'attaque russe en Ukraine, elle s'est faite à 27 degrés du lion, donc au carré de cette éclipse. Et donc on peut considérer que cette pleine lune a été un peu l'activateur, considérant que le carré est un aspect d'activation, de concrétisation, d'action. Ça a été un petit peu l'activateur de cette éclipse dont on considère, en tout cas personnellement, je ne me réfère pas à la temporalisation ancienne. Pour moi, la valeur d'une éclipse vaut d'éclipse de même type jusqu'à l'éclipse de même type suivante. Et donc, l'éclipse de même type suivante lunaire, ce sera le 16 mai prochain. Et donc là, justement, c'est ce que je disais à l'instant, il faudrait pratiquement toute une conférence pour aborder la question des éclipses. Mais en tout cas, les éclipses, la dernière éclipse lunaire est tout à fait significative dans ce contexte aussi en termes de déclencheur. Et dans cet axe taureau-scorpion, il est question de territorialité par le taureau et évidemment de conflit par le signe scorpionesque et martien du scorpion. Voilà, très succinctement, Marc, parce que sinon, si tu me lances là-dessus. Hein. Bravo, parce que c'est un grand sujet, ça. Grand sujet, mais justement, je pense qu'avec Michael, peut-être pas ce premier semestre, mais deuxième semestre 2022, j'espère que Michael sera d'accord pour nous faire une conférence, une webconférence un soir sur les éclipses. Je suis déjà persuadé que ça sera passionnant. Juste, Marc, une petite anecdote qui est quand même amusante. Je faisais référence, c'était un petit hommage à André Barbeau, qui a consacré toute sa vie de chercheur au cycle. Lui, il a toujours nié toute valeur aux éclipses. Et c'est très étonnant parce que lui-même était né sous une éclipse, d'ailleurs. Oui, c'est très étonnant.
Et il y a 12 ans bientôt, quand j'ai écrit mon bouquin sur les éclipses, je lui ai envoyé un exemplaire. Et comme dans le bouquin, je le critique parce qu'il a dénié toute valeur aux éclipses, je lui avais fait une petite dédicace en lui disant « J'espère que vous me pardonnerez d'avoir osé tuer le père ». Et il m'a répondu une lettre très gentille en me disant qu'il n'avait pas pu tout faire dans sa vie et qu'il avait dû faire des choix et donc que c'est pour ça qu'il ne s'était pas consacré aux éclipses. Et donc ce n'était pas pour renier toute valeur à la chose et que c'est très dommageable. En effet, historiquement, dans l'histoire de l'astrologie, il y a toujours eu deux écoles séparées, l'école des cycles planétaires et l'école des éclipses. Et les uns pour dire c'est nous qui avons raison, et c'est un peu comme ce qui se passe toujours avec les écoles astrologiques. Alors que les deux approches sont fondamentales, que ce soit en astrologie mondiale ou en astrologie individuelle. Oui. De toute façon, quels que soient les courants, moi, ça me paraît aberrant de dire qu'ils sont opposés. Je suis persuadé qu'il y a de la complémentarité partout et qu'on a tous à apprendre des autres et de chacun. Absolument. Bien. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein, Oui. Il y a eu tout un tas de réactions, de commentaires. Je n'ai pas forcément pu réagir et rebondir sur tout, hein, parce que je ne voulais pas non plus vous interrompre dans nos trucs, mais il y avait quand même des bons débats. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci surtout à Aline, à Michael et à Bernard pour leur super prestation. J'ajoute que il y avait, comme je l'ai dit, hein, c'était pas une conférence, hein, il y avait quand même un peu de préparation parce que on a la tête dedans, mais il n'y a pas eu vraiment un travail comme une préparation. C'est quand même quelque chose d'improvisé, à bâton rompu, et ce qui souligne la qualité, encore plus la qualité de nos intervenants de ce soir, que je remercie encore vraiment sincèrement. Voilà. Mais merci à toi, Marc, aussi, d'avoir eu la générosité, l'énergie pour rassembler tout le monde, parce que sans toi, ça n'aurait pas lieu. Il a fallu. Alors, je veux dire, pour moi, c'est simple, c'est-à-dire que si on attend que au niveau socioculturel, on demande l'avis aux astrologues, on n'est pas prêt. Hein, voilà. Donc, le mieux, c'est de le dire sans qu'on nous le demande. Hein, c'était aussi un petit peu l'idée de ce soir. Voilà, je vais couper l'enregistrement déjà au moins en vous remerciant tous et j'espère qu'il y aura encore d'autres rendez-vous comme cela parce que c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc. Merci. Et à Bernard et Aline aussi. Hop là, et arrête.